Bonjour à tous, bienvenue dans Mark & Strat. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de ce secteur que j'adore, le secteur de la communication et des marques. À la une cette semaine, eh bien, les marques face aux dupes. C'est un phénomène en pleine expansion, les dupes, des produits qui ressemblent à des articles de designer ou de luxe, mais qui n'en sont pas. Et cela pose bien pas mal de sujets en matière de propriété intellectuelle. Que peuvent faire les marques pour les contrer? On en parle avec une avocate dans un instant. Et puis fake, et alors, vous avez sans doute vu fleurir à droite à gauche sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle le FOOH, des contenus fake out of home, des images générées à l'aide de l'IA qui chamboulent le monde de l'affichage sur le digital et lui offrent des possibilités infinies. On en parle en deuxième partie d'émission avec mon ami Frédéric Roy. Et dans À la Une, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Bouchara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialiste de la propriété intellectuelle et avec vous, on va parler du phénomène des dupes. Alors, c'est un terme qui vient du mot duplicate, ça veut dire imitation ou copie. Est-ce que Vanessa, pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce phénomène, vous pourriez peut-être réexpliquer un peu ce que c'est? Alors oui, bien sûr. Alors les dupes, c'est un phénomène, comme vous le disiez, on les voit partout. Il y a des hashtags dupes dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est proposer une alternative à un produit original. Donc c'est ce que vous disiez, duplicate. Et là où c'est intéressant, c'est que la frontière n'est pas toujours très claire entre ce qu'il serait dans la tendance, dans ce qui un peu dans la tendance d'un produit original qui fonctionnerait bien, et ce qui serait une contrefaçon. Et souvent, les dupes sont assimilées à des produits qui ne sont pas incriminables, qui ne seraient pas des contrefaçons, à tort, parce que si ça reprend le produit et pas la marque, ça peut être une contrefaçon. Ça peut être par exemple un sac iconique d'une marque qu'on reproduit quasi à l'identique sans le sigle, c'est un peu ça? Exactement, et il y a une sorte de mauvaise interprétation des consommateurs qui ont l'impression que si la marque n'est pas reproduite, il n'y a pas de contrefaçon, il n'y a pas d'atteinte réelle à la marque. Et c'est méconnaître la propriété intellectuelle de manière générale, et notamment le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres manières pour une marque de protéger ses créations que la position de sa marque en tant que telle. Quelle typologie de produits ça concerne? Là, j'ai parlé d'un sac iconique, par exemple, mais est-ce que ça peut concerner, je ne sais pas, du mobilier? Enfin, quelle est l'étendue du champ de jeu des dupes? Alors, ça peut concerner évidemment tous les produits, des vêtements, des sacs, des accessoires, mais ça peut aussi, et ça concerne beaucoup, tout ce qui est mobilier, décoration. Et vous avez donc un phénomène et un site qui s'est créé il y a peu de temps, qui permet de trouver facilement des alternatives à des produits de décoration bien connus. Et encore une fois, il faut être, et c'est pas toujours simple pour un néophyte, il faut être capable de se dire que quand ça ressemble trop, c'est potentiellement une contrefaçon. Et qu'est-ce qui définit légalement une contrefaçon versus un dupe qui serait un peu sous le radar? Alors, une contrefaçon de marque, c'est quand on reprend la marque ou qu'on l'imite. En l'occurrence, si vous avez une marque bien connue et qu'on change une ou deux lettres, ça peut être une contrefaçon de marque. Une contrefaçon de droit d'auteur, c'est quand on a un produit sur lequel il y a une empreinte d'originalité. Par exemple, vous pouvez avoir des mobiliers, des pièces de mobilier qui sont considérées comme iconiques et qui sont considérées comme protégeables au titre du droit d'auteur. Ouais. Dans ce cadre-là, si vous reprenez, si vous avez un produit qui ressemble au produit original, vous pouvez encourir le grief de contrefaçon. Qu'est-ce que dit la loi au sujet de ces dupes? Alors, pas grand-chose, c'est encore flou, ça tombe... Alors, pas complètement dans la contrefaçon, mais peut-être dans certains cas, si. Comment? Alors, c'est plutôt très clair. Ce qui est moins clair, c'est la perception par le consommateur des produits. C'est-à-dire qu'en fait, le consommateur a l'impression que s'il achète un dupe et qu'il n'y a pas la marque, il ne commet pas une mauvaise action. D'accord. Alors qu'en réalité, potentiellement, si. Et peut-être qu'il y a un travail de pédagogie à faire pour que, à la fois les marques qui copient en ayant l'impression de bien faire, puisque ce sont des dupes et pas des copies de marque, mais aussi les consommateurs soient plus informés. Et c'est le rôle donc, de marque qu'on représente beaucoup, nous, parce qu'on fait beaucoup de lutte anti-contrefaçon. Et c'est notre travail d'engager des actions, de sensibiliser aussi, parce que les actions, ça sensibilise nécessairement, parce que quand vous recevez une mise en demeure, une assignation, que vous êtes au milieu d'une procédure et que vous vous rendez compte que
vous avez commis un acte de contrefaçon. Là, vous êtes complètement sensibilisé au sujet. Et ce qui est important, c'est que la contrefaçon s'apprécie indépendamment de la bonne ou mauvaise foi. Donc, vous pouvez dire « Ah non, mais je ne savais pas, pour moi, c'était un dupe ». Ça reste, ça peut quand même constituer une contrefaçon. Mais de ce que j'entends, la plupart des marques qui le font aujourd'hui sont à peu près de bonne foi, c'est-à-dire elles n'ont pas connaissance de ce qu'elles encourent et du risque, ou il y a quand même un peu de mauvaise foi? Alors, la difficulté, c'est que c'est un phénomène de société. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui banalisent ça. Et pour moi, les titulaires de droit, donc les marques, doivent agir, doivent communiquer pour expliquer que, en fait, on ne peut pas reprendre une marque, bien évidemment, mais aussi des modèles, des créations sur lesquelles il y a eu du travail, sur lesquelles il y a eu des investissements, et que potentiellement, si jamais ça remplit les critères de la loi, je vous disais tout à l'heure pour l'originalité en matière de droit d'auteur, mais aussi dessins et modèles qui soient enregistrés, si ça remplit les critères, ça peut constituer une contrefaçon, et une contrefaçon, c'est incriminable. Quand vous parlez de phénomène de société, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup les influenceurs qui jouent un rôle là-dessus. C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'ils encourent, eux? Alors, les influenceurs sont peu poursuivis, parce que les marques sont dans un rapport un peu ambivalent avec les influenceurs, où effectivement, ils veulent qu'ils mettent en avant leurs produits et elles veulent pas être perçues comme celles qui engagent des actions contre les influenceurs. Pour moi, à partir du moment où l'influenceur a une activité commerciale et n'utilise pas simplement sa liberté d'expression pour dire qu'il aime telle ou telle chose, sans aucune finalité commerciale derrière, pour moi, il est susceptible d'être poursuivi et de participer aux actes de contrefaçon. Et pour moi, c'est facile de se dire que le dupe, c'est pas une atteinte, mais en réalité, quand vous avez des vidéos dans tous les sens qui comparent tel produit à tel autre, avec un produit qui ressemble, avec un produit qui est exactement le même, notamment dans le secteur de la beauté, l'atteinte, elle est souvent réalisée en connaissance de cause, en se disant je sais que je suis un peu en bordure, mais en même temps, j'y vais parce que c'est marrant de crosser les lines. Que peuvent faire les marques alors? Parce que j'imagine qu'elles protègent quand même globalement leurs produits. Oui, d'abord, elles sont titulaires. Il y a deux types de droits sur l'apparence des produits. Le droit d'auteur qui ne nécessite pas de dépôt et le droit sur les dessins et modèles qui en nécessite. Les marques, elles agissent. Après, il faut qu'elles agissent de manière proportionnée aux atteintes. Et parfois, c'est un peu difficile. Ce qui est intéressant, c'est que les plateformes, je pense notamment aux grandes plateformes, mais aussi les réseaux sociaux, ont quand même, une responsabilité s'ils sont alertés, s'il y a des atteintes et qu'ils sont alertés. Donc, il faut mettre en place une stratégie, c'est important. Le faire avec des équipes juridiques dédiées, avec des spécialistes de la propriété intellectuelle et se battre efficacement pour arriver à faire en sorte qu'on protège la valeur de son entreprise. Parce que pour les marques titulaires de droit, se laisser copier, ça a des effets très, 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 très importants et potentiellement dévastateurs pour l'entreprise. Et on voit qu'on est dans une période économique qui n'est pas simple. Et si vous ne protégez pas vos actifs de propriété intellectuelle, vous mettez votre entreprise en risque. Oui, ça nécessite aussi, j'imagine, de faire un très large screening sur l'ensemble des réseaux, des sites Internet, pour savoir à quel endroit, finalement, mon produit est copié ou pas copié. Exactement. Mais il y a des outils et il y a surtout il faut un accompagnement très professionnalisé. Et quand on le met en place, normalement, ça marche assez bien. Et sur l'impact vous parliez du marché, parce que vous me dites, voilà, effectivement, il faut protéger ces produits dans un contexte économique difficile. Et en même temps, je me dis, oui, c'est vrai, évidemment, vous avez entièrement raison. Mais est-ce que ça porte vraiment atteinte au marché? Parce qu'on est quand même sur des prix qui sont beaucoup plus bas. Donc, on peut supposer que ça n'est pas la même clientèle qui est ciblée. Alors oui, on suppose. En même temps, si moi j'achète un produit de valeur à, j'en sais rien, 2 000 €, un collier, dans une marque que j'apprécie, près d'une marque que j'apprécie, si je le vois partout, ça abîme, ça galvaude mon investissement, l'argent que j'ai mis. Et si demain j'ai un autre achat à faire, peut-être que je le ferai pas dans cette marque. Donc en fait, ça a des effets. Et la contrefaçon, il faut pas oublier que potentiellement, il y a les circuits de contrefaçon alimentent des circuits mafieux, on est quand même sur des choses qui ne sont pas très claires, et que du côté des titulaires de droit, ça les impacte fortement et ça impacte la valeur. Donc après, je pense que ça vaut autant pour des
entreprises qui ont les moyens et qui se battent efficacement que pour des plus petites entreprises qui arrivent à mettre en place à mettre sur le marché des produits qui fonctionnent bien, qui reçoivent un certain attrait des clients et qui se retrouvent parfois du jour au lendemain à avoir un attrait qui est divisé par 10 sans savoir pourquoi. Et lorsqu'elles creusent, elles se rendent compte qu'effectivement, elles ont été copiées massivement et donc ça a un impact direct. Il y a des condamnations aujourd'hui sur ces sujets-là ? Oui, mais des condamnations sur de la contrefaçon, il y en a toujours. Oui. Des condamnations sur le mot dupe, pas vraiment. Mais en réalité, encore une fois, le mot, il peut recouvrir une quantité énorme de choses. À partir du moment où vous ressemblez à un produit, ou le produit proposé ressemble à un produit antérieur qui est protégeable sur le fondement du droit d'auteur ou des dessins et modèles, c'est susceptible d'être une contrefaçon et il y a beaucoup de décisions sur le fondement de la contrefaçon. Il faut aujourd'hui que les marques elles prennent le sujet bien en amont. Vous disiez tout à l'heure sur les droits des dessins notamment, il faut déposer des choses Oui. Et sur le droit d'auteur pas nécessairement. Pas nécessairement. Comment ça se passe concrètement pour les marques aujourd'hui ? Alors le droit d'auteur naît de la création à partir du moment pour une entreprise où vous pouvez justifier d'une commercialisation et d'une publication de votre produit. Donc, en réalité, un post Instagram, ça pourrait être en mesure de justifier une date de publication et où vous justifiez de l'avoir commercialisé. Donc, le droit d'auteur, à partir du moment où vous justifiez que votre produit est original, qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ça veut dire que vous n'avez pas repris un produit complètement banal, vous avez vraiment apporté quelque chose, vous pouvez être titulaire de droit d'auteur. Et sur les dessins, du coup ? Et sur les dessins et modèles, il y a plusieurs régimes, mais le régime habituel, c'est il faut avoir déposé un modèle auprès des offices de propriété intellectuelle, l'INPI, le UIPO. Et là aussi, vous êtes titulaire de droit pendant la durée de protection du modèle en question. Merci beaucoup, Vanessa Bouchara. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Et comme chaque mois maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Roy, expert en communication et en publicité. Bonjour Frédéric. Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui, vous avez souhaité vous intéresser à un phénomène qui s'appelle le FOOH, le Fake Out of Home. Pour ceux qui ne seraient pas encore familiers de ce terme, qu'est-ce que c'est que ce Fake Out of Home ? Alors le Fake Out of Home, on va le dire en français, c'est la fausse communication extérieure. Ouais. Alors, je vais vous avouer que ça fait pas très très longtemps que j'ai découvert ce phénomène, qui en anglais ça fait fou, c'est un peu bizarre, et que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi la fausse communication extérieure ? C'est de la communication intérieure ? Non. En fait, c'est des dispositifs qui pourraient exister ou pas d'ailleurs dans la vraie vie, qui sont filmés avec de l'intelligence artificielle, avec des logiciels de création 3D, réinsérés dans des images réelles et qui donnent donc l'impression que il y a une expression publicitaire dans la rue, à Paris, on voit comme ça des sacs géants passer devant oui, ça c'est Jacques Mus qui a fait ça, devant l'opéra. Des Pac-Man poursuivre des Oreos sur la promenade des Anglais. Autant de choses qui ne sont pas réelles dans la vie. Mais quand on voit le film, on a absolument l'impression que c'est la réalité. En tout cas, dans certains cas, parce que les Oreos, non. Les Oreos, on y croit moyen. Non, mais les sacs, déjà, on peut se poser la question. Les sacs, on peut se poser la question. Et il y a un certain nombre comme ça de choses qui sont... qui interpellent et qui, évidemment, font des millions de vues. Et puis, en plus, c'est tellement bien fait que souvent, vous avez au premier plan des touristes en train de filmer ou prendre en photo et dans l'écran, vous voyez la même scène qui est en train de se reproduire. Donc, vous dites finalement, où est la frontière ? Où est la frontière ? Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pourquoi est-ce que ça m'a interpellé ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que historiquement, en fait, la communication extérieure, qui est plus large que l'affichage, s'est emparée de la rue depuis longtemps pour organiser des happenings, en fait, au nom de marques. Il y a eu une espèce d'apogée il y a une douzaine d'années avec ce qu'on appelait des stunts, parce que, comme vous le savez, dans la pub, on ne parle pas français. Évidemment, ce serait trop simple. Non, ce serait, voilà. Et donc, des petites scènes de rue comme ça, qui en fait étaient très organisées,
Il y en a une qui est relativement célèbre, qui avait été faite par une agence belge qui s'appelait Duval-Guillaume, pour une chaîne une espèce de 13e rue de l'époque en Belgique. Et comme ça, il y avait toute une espèce de scène de théâtre qui se déclenchait au milieu d'une place de Bruxelles, et voilà, avec devant des passants ébahis. Et en fait, ce que fait le fou, le fake out of home, c'est la même chose, sauf que il y a besoin d'un développeur, d'un créatif et de 3 geeks, que ça prend beaucoup moins de temps, que c'est beaucoup moins cher, qu'il n'y a plus de limites, et que au fond, c'est au moins autant, si pas beaucoup plus efficace. Oui, mais Fred, il y a quand même un risque de tomber dans un certain systématisme. Moi, l'Arc de Triomphe, je l'ai vu emballé de 1000 sortes, de même que Big Ben à Londres. Je pense qu'on a tous vu sur nos réseaux sociaux. Oui. Un coup, sur l'Arc de Triomphe, c'était Napoléon, un coup, c'était une marque de luxe. Bien sûr. Au bout d'un moment, il y a... Alors, oui, je suis d'accord. Donc, il faut qu'il y ait un propos, quand même. Il faut qu'il y ait un propos, c'est-à-dire qu'on n'en sort pas. Il y a la publicité, ça reste, c'est ce qui différencie la publicité de la réclame, c'est qu'il y a une stratégie. C'est-à-dire que l'agence qui crée la pub se met au service de la marque, a réfléchi pour savoir quels sont ses enjeux sur cette prise de parole publicitaire, et une fois qu'elle a identifié ça, met en place un système créatif qui va être là, dans ce dont on parle, ce fake out of home. Donc il faut qu'il y ait un propos. Si c'est complètement gratuit, effectivement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on a un exemple qui date de ce mois-ci, d'ailleurs, qui est Transavia, une campagne pour Transavia qui a été faite par l'agence Marcel, où là, on voit simplement une station de métro, avec à la place du train habituel arriver un avion de Transavia. Sans aile, heureusement pour les passagers. Un avion qui s'arrête tranquillement, qui est un peu infini, etc. Et les gens montaient dans la cabine comme s'ils montaient dans le métro. Là, on se dit, c'est très rigolo, on regarde ça, on se dit, là, il n'y a aucun doute sur le fait que ça n'existe pas. Ouais. Simplement, il se trouve que cette campagne est faite à l'occasion du prolongement de la ligne 14 vers Orly. Orly, qui est évidemment le hub de Transavia. Et donc, il y a une logique, ça marche. C'est-à-dire que le message, en plus, il s'inscrit évidemment dans une campagne plus large de la compagnie. Donc, c'est complètement logique. Effectivement, quand il s'agit juste là, pour le coup, de faire un stunt, c'est-à-dire une espèce de coup comme ça, un peu rigolo, ça n'a pas tellement de sens, et ça risque de se noyer dans le reste. Il y avait un truc qui ressemblait un peu à Transavia, qui était une campagne Maybelline. Oui, absolument. Dans le métro new-yorkais. Le métro de New York, voilà. Alors, je sais pas qui. Alors là, je suis pas Joe Lapompe. Je sais pas qui. Qui a copié qui? Je ne sais pas qui a commencé. Je n'accuse personne. Et puis en plus, les idées voyagent et se partagent. Donc, mais là aussi, il y a quelque chose. Je veux dire, c'est pas juste. Un métro maquillé. Un métro maquillé, il y a un petit peu de... alors, là, pour le coup, je ne connais pas exactement la strate, mais il y a quelque chose. C'est un produit, c'est probablement un nouveau produit, c'est une manière de le mettre en valeur de manière spectaculaire. Donc, c'est intéressant. Les sacs Jacquemus... Qui circulent en ville. Oui, la strate est peut-être... Moins lisible, mais après tout, la strate d'une marque de luxe avec un produit, elle est de montrer le produit de manière extraordinaire, donc pourquoi pas. Est-ce que ça remet pas quand même un petit peu l'affichage à la une, parce que c'est vrai qu'on dit l'affichage, c'est un peu ennuyeux, voilà. Alors, c'est l'autre raison pour laquelle moi, je suis interpellé par cette méthode, cette stratégie, parce que moi, il se trouve que je sais pas, voilà, je fais partie des gens qui connaissent l'affichage depuis longtemps. J'ai assisté au Grand Prix de l'affichage et maintenant de la communication extérieure moult fois. Et une fois avec moi, Fred. Dont une fois, absolument, à Lisbonne. Tout à fait. Quelques jours avant qu'on soit tous enfermés. Je crois. À Porto. Ouais. Quelques jours avant qu'on soit tous confinés, ouais. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que la communication digitale, les écrans
Ça fait quand même un bout de temps qu'on en voit dans le métro, dans les aéroports et maintenant même dans les rues. Et jamais aucune campagne digitale n'a eu peut-être mieux qu'une vague mention dans ce jury, qui est un jury très très exigeant. Hein. Oui, c'est un vrai jury de créatifs. Enfin bon, les débats sont intéressants. Les débats sont intéressants et c'est très pointu. Et jamais une campagne n'a dépassé le stade, disons, de la mention. Bon, c'était assez rapidement évacué. On peut se demander pourquoi, parce que ça intéresse pas les créatifs, parce que je ne sais pas. Vraiment, j'ai pas de réponse. Ce que je trouve intéressant avec le FOH, c'est que peut-être, pour la première fois, on risque de voir, pourquoi pas cette campagne Transavia, j'en sais rien, des choses arriver, interpeller plus. Pourquoi ? Probablement parce que ça amuse plus les créatifs, qui s'emparent plus facilement de ce jouet, quoi. Et aussi les marques, donc, qui peut-être elles-mêmes aussi ont envie d'aller plus loin. Donc, c'est peut-être une tendance, c'est possible. Et puis je trouve que ça permet aussi de faire des campagnes digitales à moindre coût, assez facilement. Bien sûr, et puis, d'une part, il y a la question coût. Ensuite, il y a la question du fake. C'est ça. Bon, je pense que ça aussi, c'est un exercice publicitaire d'avoir appelé ça fake plutôt que digital. Enfin, bon, on aurait pu trouver un autre nom. Mais en fait, je reviens à ces stunts d'il y a une dizaine d'années, qui étaient déjà... Moi, j'ai assisté aussi à beaucoup de jurys. Dans chaque jury, à chaque fois qu'on voyait un stunt, il y avait au moins l'un des jurés qui disait « Moi, ça, c'est vraiment les réactions du public. Ouais. Cette personne, elle ressemble quand même beaucoup à l'hôtesse d'accueil de l'agence qui a fait la campagne, etc. » Donc, on savait déjà aussi que c'était un peu borderline, c'est-à-dire qu'installer un énorme dispositif sur une place de Paris ou de Bruxelles, ça se fait pas dans un claquement de doigts. D'abord, et donc, il fallait rentabiliser l'histoire, et donc on racontait une histoire. Le fake out of home, c'est un peu la même chose, avec effectivement cet avantage qu'il n'y a pas besoin de demander à la mairie de Paris ou à la d'habiller RATP... l'Arc de Triomphe pour en revenir à ça. Voilà, ou à la RATP de faire passer un avion. C'est sûr. Voilà, que ça se décide. Alors, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais bon, c'est forcément beaucoup moins cher. C'est quelques logiciels, un pincé d'AI, parce que... c'est important, et ça marche, et ça fait des millions de vues. Votre coup de cœur du mois, Fred ? Alors ça, c'est totalement contradictoire avec tout ce que je viens de donner. J'ai remarqué. Voilà. C'est Lacoste, la campagne Lacoste qu'on voit afficher là depuis quelques jours dans Paris, avec ce crocodile géant. Tissu, on a l'impression. Tissu, avec une tête en plastique et le reste en tissu. Ce sont des artistes que je vous laisserai regarder sur Internet, leurs noms, parce que je ne les connais pas. Il y en a beaucoup, mais il y a Pierre Ninet, si on veut citer. Et il y a des sportifs, donc Ninet, il y a Djokovic, et il y a Venus Williams, qui sont installés comme ça devant cette pièce absolument incroyable. Et pourquoi est-ce que ça m'a frappé ? Parce que c'est incroyablement bien fait. Comme on dit en termes publicitaires, c'est bien crafté. Ouais, très bien crafté. Il y a un travail d'image, de qualité d'image qui est absolument impeccable. C'est international, c'est mondial, ça ne dit c'est d'une sobriété incroyable. Voilà. Il y a en plus des références à l'historique de la marque, de son rapport au tennis. Je trouve effectivement que c'est très très bien exécuté. J'avoue que dans ce qu'on a vu sortir ce mois-ci, clairement, ça se met très 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 au-dessus de toutes les productions, y compris les productions mondiales. C'est quand même BETC qui a été élu l'agence la plus créative de l'année dans le classement WARC cette année, qui est la meilleure agence, en tout cas de France, sans aucun doute. Et là, quand on voit une création comme ça, on comprend pourquoi, réellement. Et puis, moi, je pense que ça pourrait donner lieu à un fake out of home, hein.
Oui, on pourrait imaginer la déclinaison l'animation du crocodile géant dans les rues de Paris. Moi, je me posais la question, Frédéric, est-ce qu'il y a Cannes qui approche bientôt avec les Lions? Est-ce qu'une campagne comme ça pourrait avoir un prix? Alors, pas cette année, j'imagine, mais non, elle est un peu tard pour cette année. Ou est-ce que c'est finalement trop simple dans l'expression? Moi, je pense qu'il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'elle aura un prix. Elle aura pas un prix, elle aura des prix. Elle aura des prix dans des palmarès français, internationaux, etc. Est-ce qu'elle en aura à Cannes? J'ai tendance à penser que oui, ne serait-ce qu'en craft, peut-être en outdoor quand même. On verra quelles sont, s'il y a des déclinaisons, si ça n'est que le premier pas d'une saga, je ne sais pas du tout. Mais oui, elle aura des prix. À Cannes, c'est tellement compliqué que c'est difficile à prédire, mais ça, moi je parierais pour qu'elle ait au moins un lion en craft un jour ou l'autre, parce qu'elle est encore une fois extraordinairement bien réalisée. Enfin, c'est vraiment très très beau. C'est très très beau. Ça a l'air de rien, la simplicité comme ça de l'image, mais on se dit qu'il doit y avoir un travail absolument fou derrière, et c'est assez génial. C'est ce qui fait aimer la pub, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. Merci Frédéric Roy. Je rappelle que vous êtes expert en communication et en publicité. On vous retrouve bien sûr le mois prochain. C'est la fin de cette émission. Merci bien évidemment de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de Bismart et aussi en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. À la semaine prochaine.